Viré une semaine avant la fusion à 80 €, je suis parti en silence. Lors de la signature finale, les avocats ont réalisé que le brevet principal n'était pas à eux, il était au mien. C'est là que la panique a commencé. Le PDG m'a viré une semaine avant l'accord à 80 millions d'euros. Une simple notification par email, froide, impersonnelle. J'ai découvert plus tard que tout son empire, tout ce qu'il s'apprêtait à vendre, reposait sur un seul brevet. Un brevet qu'il avait oublié. Un brevet qui était à mon nom. C'est là que la panique a commencé. Je m'appelle Léonie Valette. J'ai 38 ans. Et jusqu'à ce mardi matin pluvieux à Lyon, je pensais avoir le meilleur métier du monde. Je ne suis pas seulement chimiste. Je me vois comme une conteuse d'histoires de peau. Depuis 11 ans, je travaille pour les laboratoires Bioderm, une entreprise que j'ai aidé à bâtir, molécule par molécule. Vous voyez, je n'ai pas choisi cette voie par hasard, ni pour le prestige. J'ai choisi la chimie à cause de ma mère. Quand j'étais enfant, elle a été victime d'un grave accident domestique, une brûlure profonde à l'avant-bras, causée par une casserole d'eau bouillante. Ce n'était pas seulement la douleur physique. C'était la honte silencieuse qui a suivi. Je l'ai vue passer des décennies à porter des manches longues en plein été, à cacher son bras sur les photos de famille, à tressaillir si quelqu'un regardait sa cicatrice. Cette cicatrice a défini ma vocation. Je me suis juré que je ne ferais pas de cosmétiques. Je ne ferais pas de glamour. Je ferais des réparations. Je voulais utiliser la science pour rendre aux gens la confiance que le feu, ou le temps, ou la vie, leur avait volé. Chez Bioderm, j'avais enfin réussi. Après des années de recherches acharnées, j'avais mis au point ce que j'appelais le composé réparateur. Ce n'était pas juste une crème. C'était une formulation de base, un procédé d'extraction unique qui permettait aux cellules de la peau de se régénérer d'une manière que personne n'avait cru possible. Ce n'était pas juste un produit, c'était l'œuvre de ma vie. C'était la promesse que j'avais faite à ma mère. Et puis, ce mardi. La pluie crépitait contre les immenses baies vitrées de notre bureau à la Cité internationale. Je tenais une tasse de café tiède, vérifiant mes emails avant la réunion de 9 heures. Et il était là. Objet, notification RH. Madame Valette, suite à la réorganisation stratégique de nos départements, nous avons le regret de vous informer que votre poste a été supprimé. Cette décision prend effet immédiatement. C'est tout. Votre poste a été supprimé. 11 ans de ma vie, réduit à une phrase impersonnelle. Pas de nom. Pas d'explication. Juste un lien vers la procédure de départ et un rappel pour restituer mon ordinateur. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cliqué sur l'intranet du laboratoire. Accès refusé. J'ai tenté d'ouvrir mon compte Slack. Utilisateur désactivé. 11 ans de ma vie, mon dévouement, ma mission, effacée en un clic. Avant de vous raconter la suite, ce que j'ai fait, et comment j'ai découvert l'incroyable vérité cachée derrière cette trahison, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que nous partageons ce moment, peu importe la distance, compte beaucoup pour moi. J'étais assise là, dans le silence assourdissant de l'open space qui commençait à peine à s'animer. Mon badge était désactivé avant même que j'aie pu lire l'email jusqu'au bout. Personne ne m'a regardé. J'ai pris mon sac, mon manteau, laissant derrière moi la plante verte que j'avais arrosée la veille et la photo de ma mère qui trônait sur mon bureau. J'ai marché sous la pluie jusqu'à mon petit appartement à la Croix-Rousse, comme un fantôme. Mon chat, Croquette, s'est frotté contre mes jambes, miaulant pour son petit déjeuner, ignorant que notre monde venait de basculer. Je me suis assise sur mon canapé, la tasse de café toujours à la main, désormais glacée. C'était comme si mes 11 années n'avaient jamais existé. Les jours suivants ont été un brouillard. Un brouillard dense, froid, poisseux. 38 ans, célibataire, sans emploi. Dans une industrie qui valorise la jeunesse et le dynamisme avant tout, j'étais soudainement obsolète. J'avais tout donné à Bioderm. J'avais sacrifié des relations, des vacances, ma santé mentale, tout ça pourquoi? Pour ce composé réparateur. Pour la promesse que j'avais faite à ma mère. Je me sentais vidée.
J'ai passé des heures à fixer le plafond, écoutant le bruit de la pluie qui n'en finissait pas de tomber sur Lyon. Croquette était ma seule compagnie, un poids chaud et ronronnant sur mes genoux, le seul point stable dans mon univers qui s'effondrait. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré de rage, d'incompréhension, de peur. La peur. Elle était là, constante. La peur de l'avenir. L'hypothèque de mon appartement à la Croix-Rousse n'allait pas se payer toute seule. Les factures s'accumulaient déjà sur la table de l'entrée. J'ai fait mes comptes. J'avais assez pour tenir 2, peut-être 3 mois. La panique financière, cette boule froide dans l'estomac, commençait à me paralyser. J'étais seule, et le filet de sécurité venait de disparaître. Par pure inertie, pour sentir que je faisais quelque chose, j'ai commencé à regarder les sites d'offres d'emploi. Cherche chimiste RD junior, dynamique, flexible. Start-up innovante cherche ninja de laboratoire, 100% investi, salaire en stock option. J'avais 38 ans. J'avais 11 ans d'expérience de pointe. Je n'étais ni junior, ni un ninja. J'étais juste, terrifiée. J'ai envoyé quelques CV, qui sont restés sans réponse. Le silence de ma boîte mail était aussi assourdissant que celui de mon ancien bureau. C'est dans ce brouillard de désespoir que je l'ai vu. Une semaine exactement après mon licenciement. Je n'arrivais pas à dormir, il était 3 heures du matin. Je faisais défiler machinalement les actualités économiques sur les Échos, plus par habitude que par intérêt. Et puis un titre a attrapé mon regard. La fusion Bioderm Santibio à 80 millions d'euros. S'effondre. Mon souffle s'est coupé. La fusion? C'était donc ça. C'était la grande nouvelle dont Grégoire Durand, notre PDG, parlait en boucle depuis 6 mois. Une fusion avec Santibio, un géant pharmaceutique suisse. 80 millions d'euros. J'ai relu la ligne. S'effondre. J'ai cliqué sur l'article, mon cœur battant la chamade. L'article était court, prudent, le jargon habituel. Source proche du dossier, différents irréconciliables. Mais une phrase, tout à la fin, a sauté à mes yeux. La raison de l'échec, un conflit sur la propriété intellectuelle d'un actif principal de Bioderm, découvert lors de la phase finale de due diligence. Un actif principal? J'ai froncé les sourcils. L'actif principal de Bioderm, sa vache à lait, sa seule vraie innovation, c'était ma formule. Le composé réparateur. C'était moi. J'ai relu l'article, encore et encore. Ils avaient échoué à cause de ma formule. Mais pourquoi? Ils la possédaient. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un frisson m'a parcouru. Ils m'avaient licencié, moi, la créatrice de leur unique atout, juste avant de vendre la boîte. Pourquoi? Pour nettoyer les comptes? Se débarrasser d'un salaire élevé avant la due diligence? Je ne comprenais pas. Mais une petite voix au fond de mon esprit commençait à murmurer. Ils ne m'avaient pas seulement licencié. Ils avaient perdu la clé du coffre-fort. Et ils ne le savaient même pas encore. Le lendemain matin, je n'avais toujours pas de réponse. J'avais passé le reste de la nuit à éplucher les forums de l'industrie, à chercher des bribes d'informations, mais tout était verrouillé. Je me sentais impuissante, une spectatrice de ma propre destruction. Le soleil s'est levé sur Lyon, mais mon appartement est resté dans l'ombre. Et puis, quelqu'un a frappé. Enfin, pas vraiment frappé. J'ai entendu le bruit métallique de la fente de ma boîte aux lettres, un son lourd, différent des publicités habituelles. Pas le flop d'un prospectus, mais le clac sec d'une enveloppe rigide. Je suis allée à la porte, m'attendant à une nouvelle facture, peut-être une lettre de mise en demeure de Bioderm pour récupérer mon ordinateur portable, que je n'avais pas encore eu le cœur de renvoyer. Mais ce que j'ai trouvé sur le paillasson a fait s'arrêter mon cœur. C'était une enveloppe épaisse, luxueuse, couleur crème. Pas d'étiquette imprimée. Mon nom et mon adresse étaient tapés, net et précis, dans une police élégante. Dans le coin supérieur gauche, il n'y avait pas le logo de Bioderm. Il y avait celui du cabinet Fouché et Associés. Un nom qui sonnait cher. Une adresse à Paris, dans le 8e arrondissement. Une firme d'avocats d'affaires.
Mes mains tremblaient. J'ai failli la laisser tomber. Pourquoi un cabinet parisien m'écrirait-il? Je n'avais de dette qu'envers ma banque, pas envers des avocats parisiens. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier, le geste chirurgical contrastant avec le chaos dans ma tête. La lettre était imprimée sur un papier encore plus lourd, qui crissait sous mes doigts. Chère mademoiselle Valette. Mon estomac s'est noué. J'ai lu la suite, mes yeux parcourant les lignes de jargon juridique. Nous représentons les intérêts de Santibio AG. Santibio? L'acheteur? Pourquoi me contactait-il, moi? J'ai continué à lire, mon souffle suspendu. Dans le cadre de leur tentative d'acquisition des laboratoires Bioderm. Nous avons appris avec regret votre récent départ de l'entreprise. Cependant, nos vérifications de due diligence ont soulevé une question critique que nous devons clarifier. Mon sang s'est glacé. Nous demandons une réunion urgente pour discuter de vos droits concernant le brevet numéro FR29. Intitulé « Procédé d'extraction et de stabilisation de composés phytoréparateurs » dont vous êtes listé comme l'unique inventrice. J'ai relu la phrase 10 fois. L'unique inventrice. Je ne comprenais pas. C'était impossible. Je me suis précipité sur mon ordinateur portable, mes doigts glissant sur le clavier. J'ai tapé INPI, la base de données de l'Institut national de la propriété industrielle. J'ai entré le numéro de brevet que la lettre mentionnait. La page a mis une éternité à charger, le petit cercle bleu tournant à l'infini. Et puis, elle est apparue. Statut, actif. Date de dépôt, 14 mars 2019. Propriétaire, Valette, Léonie R. Inventeur, Valette, Léonie R. Adresse. Mon adresse personnelle à la Croix-Rousse. C'était vrai. C'était mon nom. Pas celui de Bioderm. Le mien. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Un brevet? Et puis, les souvenirs sont revenus, comme un flash. Le bureau de Bernard. L'odeur de vieux livres et de café fort. Et ce jour de pluie, il y a 6 ans. Vous vous demandez sûrement comment j'ai pu avoir ce brevet. Comment, en tant que simple employé, l'invention de ma vie n'appartenait-elle pas à l'entreprise? C'est une bonne question. Et la réponse tient en un nom, Bernard. Bernard Rivel. C'était notre ancien directeur R&D, un chimiste de la vieille école, impur. Il portait des blouses de laboratoire élimées qui sentaient le solvant et le café fort, et avait des taches d'encre permanentes sur les doigts. Il se fichait des modes, des bilans financiers et des présentations PowerPoint. La seule chose qui comptait pour lui, c'était la science. La vraie. Il détestait l'ère Durand. Grégoire Durand, notre PDG, était tout son contraire. Un costume-cravate sorti d'une école de commerce, avec des dents blanches, des chaussures italiennes et un vocabulaire rempli de synergie, d'optimisation et de KPIs. Bernard le méprisait ouvertement. Il disait que Grégoire vendrait les murs s'il pensait pouvoir en tirer un profit trimestriel. Il y a 6 ans, j'étais chimiste senior. J'avais 32 ans et je venais de faire ma découverte, la percée qui allait devenir le composé réparateur. J'avais travaillé dessus pendant des années, en dehors de mes heures de travail, dans mon petit coin de laboratoire, mais surtout chez moi, sur le plan théorique. C'était mon projet passion, inspiré par l'histoire de ma mère. J'étais excité, je l'avais présenté au comité de direction. Grégoire était là, tapotant sur son téléphone pendant toute ma présentation. À la fin, il a levé les yeux, l'air ennuyé. Léonie, c'est intéressant. Très scientifique. Mais c'est trop niche. Pas assez commercial. Le marché veut du glamour, de l'anti-âge, pas de la réparation de cicatrices. Mettez ça de côté et concentrez-vous sur la nouvelle ligne hors 24 carats que le marketing vient de valider. J'étais dévasté. J'avais l'impression qu'il venait de cracher sur l'inspiration de ma mère, sur des années de travail. Le lendemain, Bernard m'a appelé dans son bureau. L'odeur de vieux livres et de café. Il a fermé la porte. C'est un imbécile, a-t-il grogné, sans préambule. Grégoire est un imbécile doublé d'un comptable. Cette formule, Léonie, c'est l'avenir.
C'est un changement de paradigme. Mais elle est à vous. Je n'ai pas compris. Mais, Bernard, je l'ai développée ici. Non, dit-il en secouant la tête. Vous l'avez développée chez vous, le soir, sur votre temps personnel, en vous basant sur vos théories personnelles. Celles que vous m'aviez montrées l'année dernière. Le laboratoire n'a fait que fournir l'équipement pour la vérification finale, ce qui est normal. Il a sorti une liasse de papier de son tiroir. C'était un dossier de dépôt de brevet de l'INPI. Vous allez déposer ce brevet. Vous-même. Et vous allez le faire maintenant. Mais, le service juridique, le contrat de travail? Le service juridique, m'a-t-il coupé, va le prendre, l'enterrer dans le portefeuille de Bioderm, y mettre le nom de Grégoire comme contributeur stratégique, et vous n'obtiendrez jamais le crédit. Et dans 2 ans, quand Grégoire aura besoin de faire briller ses chiffres, il le vendra pour rien à un concurrent. Il a pointé la ligne « inventeur ». Vous mettez votre nom. Unique inventeur. C'est ce qu'on appelle une invention hors mission. Vous l'avez conçue en dehors de votre contrat de travail. C'est votre théorie. Il a pointé la ligne « propriétaire ». Et pour l'adresse du propriétaire, vous mettez votre adresse personnelle. J'avais peur. C'est légal? C'est votre idée, votre théorie, votre travail en dehors des heures. C'est parfaitement légal. C'est juste, intelligent. Il m'a regardé droit dans les yeux. Un jour, Léonie, cet imbécile de Durand fera une erreur. Il vous sous-estimera. Il vous oubliera. Et ce jour-là, ce papier sera votre seule protection. Faites-moi confiance. Il a ajouté, avec un petit sourire triste, ils l'oublieront. Ils sont tellement occupés par leurs chiffres qu'ils ne lisent pas les détails. Et c'est exactement ce que nous voulons. J'ai suivi son conseil. J'ai déposé le brevet. J'ai payé les frais de maintien chaque année avec mon propre argent, en serrant les dents. Bernard a pris sa retraite 6 mois plus tard, dégoûté par la nouvelle direction. Et, comme il l'avait prédit, j'avais oublié. Bioderm m'avait oublié. Mais Grégoire, d'une manière ou d'une autre, avait aussi oublié. Jusqu'à aujourd'hui. Retour à mon appartement à Lyon. La lettre de Santibio tremblait dans ma main. Ce n'était pas seulement une protection. C'était un levier. C'était une arme nucléaire. Bernard m'avait donné une bombe à retardement, et Grégoire Durand, dans son arrogance et sa cupidité, venait de sauter dessus à pieds joints. Il m'avait viré. Il m'avait viré pour nettoyer les comptes avant la vente à 80 millions d'euros, sans même vérifier que l'actif principal qu'ils vendaient leur appartenait. Ils avaient supposé. Ils avaient été négligents. Et maintenant, Santibio, l'acheteur, le savait. Mon téléphone a vibré sur la table basse, me faisant sursauter. Je ne l'avais pas entendu sonner depuis des jours. Le nom sur l'écran m'a glacé le sang, Grégoire Durand. C'était la première fois en 11 ans qu'il m'appelait directement. Jamais. Il passait toujours par des assistants ou des chefs de service. Il ne se salissait pas les mains avec le personnel. J'ai regardé l'écran vibrer. 1 fois. 2 fois. J'ai laissé aller à la messagerie. Je n'étais pas prête. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais besoin de réfléchir. La notification de message vocal est apparue. J'ai appuyé dessus, l'oreille collée au haut-parleur, comme si j'avais peur qu'il puisse m'entendre respirer. Léonie. Sa voix. Huileuse. Familière. Le genre de ton qu'il utilisait avec les investisseurs, pas avec les chimistes. Grégoire à l'appareil. Écoutez, j'ai été vraiment désolé d'apprendre pour, enfin, vous savez. Les restructurations. C'est toujours difficile, ces décisions. Un silence. Il se racla la gorge. Bon. J'entends dire, par nos amis de Santibio, qu'il y a une petite confusion administrative. Un vieux document qui a refait surface. Concernant cette petite formule sur laquelle vous avez aidé? Il y a quelques années? J'ai failli m'étouffer. Aidé? J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'avais passé des nuits blanches sur cette formule. J'y avais mis mes larmes,
mes espoirs, l'héritage de ma mère. Aider? Évidemment, continua-t-il, avec un petit rire nerveux qui sonnait faux, c'est une simple erreur de classement de l'INPI. Nos avocats s'en occupent. Mais pour accélérer la fusion, vous comprenez. Santibio est un peu tatillon. Ils ont juste besoin de votre signature sur un document de transfert. Simple formalité. Il a fait une pause. Passez au bureau demain. Disons, 10 heures? On règle ça, on signe le papier, et bien sûr, je vous ferai un joli chèque de remerciement pour votre collaboration. Disons, 5 000 €. Pour la gêne occasionnée. Et on oublie tout. 5 000 €. Pour un brevet qui était au cœur d'une transaction à 80 millions. Il essayait de m'acheter. Pour une bouchée de pain. Il n'avait même pas compris. Il pensait que c'était une erreur administrative. Il pensait qu'il pouvait me traiter comme il l'avait toujours fait, avec un mépris condescendant. La colère, froide et pure, a remplacé la peur. Elle a chassé la panique, la tristesse. Elle m'a rendu ma colonne vertébrale. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il battait régulièrement, froidement. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas rappelé Grégoire. J'ai cherché dans mon répertoire. Bernard Rivel, perso. J'ai appuyé sur « Appeler ». J'ai composé le numéro que Bernard m'avait donné lors de son pot de départ, un numéro de portable personnel griffonné sur un coin de serviette en papier. Pour les urgences, Léonie. Les vrais, avait-il dit en clignant de l'œil. Je pense que nous savions tous les deux que ce jour viendrait. Il a décroché à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Bernard, ma voix était à peine un murmure. Ils ont été rapides, a-t-il grogné, sans même dire bonjour. Sa voix était plus rocailleuse que dans mes souvenirs, mais toujours aussi calme, aussi solide qu'un roc. Ils t'ont viré, n'est-ce pas? Oui. La semaine dernière. Sans raison. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, c'était de soulagement. Je n'étais plus seule. Classique. Des imbéciles. Un silence. Et Santibio a appelé? Comment le saviez-vous? Je suis peut-être à la retraite, Léonie, dit-il avec un petit rire sec, mais je lis toujours la presse spécialisée. 80 millions d'euros pour Bioderm? C'est une blague. La boîte ne vaut pas ça. Sauf le brevet, j'ai terminé, ma voix se raffermissant. Sauf le brevet, a-t-il confirmé. Ce brevet, Léonie. C'est la colonne vertébrale. Ce n'est pas juste le composé réparateur que Grégoire voit. C'est le procédé d'extraction. C'est la méthode. Sans lui, toute leur gamme premium est inutile, instable. Ce n'est que de l'huile parfumée dans de jolis flacons. Santibio n'est pas idiot. Ils n'achètent pas Bioderm. Ils achètent ton brevet. Je l'écoutais, fasciné. Ils m'ont licencié, Bernard. Le PDG, Grégoire, vient de m'appeler. Il pense que c'est une erreur administrative. Il veut que je signe un transfert. Il m'a offert 5 000 €. Le silence au bout du fil fut si lourd que je crus la ligne coupée. Puis, j'entendis le rire de Bernard. Un rire profond, qui venait du ventre. Un rire qui s'est transformé en tout. 5 000 €, a-t-il suffoqué. Ce crétin. Il est en panique totale. Il est en train de se noyer et il te jette un caillou. Santibio a dû mettre le marché en attente. Il est en train de perdre 80 millions à cause de toi. Que dois-je faire? Ma voix tremblait à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était d'excitation. Rien. Absolument rien. Ne lui réponds pas. Ne signe rien. Tu n'es plus leur employé. Tu es une entité commerciale indépendante. Tu es celle qui tient le stylo. J'ai reçu une lettre de Santibio, ai-je ajouté. Ils veulent me voir. Bien sûr qu'ils le veulent. Ils veulent contourner Grégoire. Ils veulent t'acheter directement à la source. Mais tu ne vas pas y aller seul. Il a fait une pause.
Tu as besoin d'un avocat. Pas un petit avocat de quartier à Lyon. Un requin. Un qui mange des PDG comme Grégoire au petit déjeuner. Il m'a donné un nom. Maître Hélène Pascal. À Paris. Avenue Montaigne. Elle est spécialisée en propriété intellectuelle. Elle est chère, mais elle est impitoyable. Elle déteste les imbéciles arrogants. Dis-lui que tu appelles de ma part. Elle me doit un service depuis l'affaire du Pontex. J'ai noté le nom. Maître Hélène Pascal. Sois forte, Léonie, a dit Bernard avant de raccrocher. La science, c'est bien. Mais la justice, c'est mieux. J'ai raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé Paris. Une voix de femme, froide et précise comme un scalpel, a répondu. Pascal. Bonjour maître. Je m'appelle Léonie Valette. J'appelle de la part de Bernard Rivel. Il y eut un silence. Puis, un petit rire sec, comme du verre brisé. Bernard, ce vieux pirate. Qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Je lui ai tout raconté. Le licenciement, l'inspiration de ma mère, le brevet, l'appel de Grégoire, la lettre de Santibio. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai cru qu'elle avait raccroché. Ma petite, a-t-elle finalement dit, et sa voix n'était plus froide, elle était excitée, comme un prédateur qui vient de repérer sa proie. Vous n'avez pas un problème. Vous avez une opportunité. Grégoire Durand ne le sait pas encore, mais vous le tenez à la gorge. Que veut-il dire par erreur administrative? Il veut dire qu'il bluffe. Et il bluffe mal. Envoyez-moi tous les documents. La lettre de Santibio. Votre contrat de travail initial. Le dépôt de brevet. Ne parlez plus à Grégoire. Ne répondez plus à personne de Bioderme. À partir de maintenant, c'est moi qui parle. Pour la première fois depuis une semaine, je n'avais plus peur. Je me sentais armé. Je ne savais pas encore à quel point j'aurais besoin de ces armes. J'ai passé le reste de la journée à scanner et envoyer des documents à Maître Pascal. Mon contrat de travail, que j'avais gardé dans un vieux classeur. Le certificat de l'INPI. La lettre de Santibio. Chaque communication de Bioderme depuis mon embauche. C'était comme exhumer ma propre vie. 1 heure après avoir tout envoyé, j'ai reçu un email. Cette fois, c'était de la directrice des ressources humaines de Bioderme, une femme nommée Valérie Coste, qui n'avait jamais daigné me regarder dans les yeux en 11 ans. Le ton était radicalement différent de l'email de licenciement. Il n'était plus froid et impersonnel. Il était hostile. Objet, rappel, obligations contractuelles et propriété intellectuelle. L'email était un long jargon juridique me rappelant mon accord de non-concurrence, ma clause de confidentialité, surtout, une clause stipulant que toute invention développée par un employé dans le cadre de ses fonctions est la propriété exclusive de Bioderme. L'email se terminait par une phrase menaçante. Nous vous rappelons que toute violation de ces clauses vous expose à des poursuites judiciaires immédiates, incluant des dommages et intérêts significatifs. C'était une menace. Une menace à peine voilée. Il passait de la flatterie, 5 000 €, à l'intimidation. J'ai transféré l'email à Maître Pascal avec un seul mot, reçu. Sa réponse fut instantanée, ignorée. C'est du bluff. La clause est standard, mais votre brevet a été déposé en tant qu'invention personnelle hors mission, ce que Bernard a intelligemment documenté il y a 6 ans. Ils le savent. Ils paniquent. Ils agitent les bras. Ne répondez pas. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné à nouveau. Grégoire Durand. J'ai failli ne pas répondre. Mais j'ai vu la notification de Maître Pascal sur mon ordinateur, s'il appelle, décrochez. Mettez le haut-parleur. Enregistrez si vous le pouvez. J'ai décroché. J'ai appuyé sur haut-parleur. Allô? Il n'y avait plus d'onctuosité dans sa voix. Le masque était tombé. C'était le vrai Grégoire. Froid, arrogant, furieux. Valette. Qu'est-ce que vous croyez faire? Je ne comprends pas votre question, monsieur Durand. Ne jouez pas à ça avec moi. J'ai votre dossier. J'ai l'email de votre avocate. Une Parisienne.
Vous jouez dans la cour des grands, Léonie? Vous n'avez pas idée. J'ai senti un frisson me parcourir. Je protège simplement mes intérêts, monsieur. Il a eu un rire sec, méprisant. Vos intérêts? Vous n'avez aucun intérêt. Vous avez signé un contrat. Cette formule est à nous. Je ne crois pas, ai-je dit, ma voix tremblant à peine. Le brevet est à mon nom. L'INPI le confirme. Il a baissé la voix, la rendant sifflante. Un bout de papier? Vous croyez que ça va m'arrêter? J'ai reçu l'avis de nos avocats. Voici ce qui va se passer. Nous allons dire, et nous pouvons le prouver, que vous avez développé cette formule en utilisant les ressources du laboratoire. Le matériel. Le temps de travail. Les autres chimistes. C'est faux, ai-je protesté. Votre parole contre la mienne, m'a-t-il coupé. Contre celle de tout le laboratoire. Qui pensez-vous que le conseil d'administration va croire? La chimiste licenciée ou le PDG? C'est ce qu'on appelle un vol de propriété intellectuelle, Léonie. C'est une affaire pénale. Criminelle. Le mot a résonné dans mon petit appartement. Il me menaçait d'une action en justice. De prison. C'est faux, ai-je murmuré, plus pour moi que pour lui. Je l'ai fait sur mon temps libre. Prouvez-le, a-t-il ricané. Signez ce papier de transfert, Léonie. C'est votre seule sortie. Signez-le, et j'oublie cette erreur de votre part. Refusez, et je m'engage personnellement à ce que vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie. Et je déposerai plainte au pénal pour vol. C'est votre dernière chance. Il a raccroché. Je me suis assise sur le sol, tremblante. La confiance que m'avait donnée l'appel de maître Pascal s'était évaporée. Il me menaçait de ruiner ma vie. De me poursuivre au pénal. Il allait mentir, et faire mentir les autres. J'étais seule contre tout un système. J'ai appelé maître Pascal, en larmes. Je lui ai raconté la conversation, mot pour mot. Elle n'a pas semblé impressionnée. Il bluffe, a-t-elle répété, mais sa voix était plus dure. Il n'a aucune preuve de vol. S'il en avait, il n'aurait pas négocié, il aurait poursuivi. Mais c'est un homme désespéré. Et un homme désespéré fait des choses sales. Il vient de commettre une erreur. Il vous a menacé. C'est excellent. Excellent, j'ai crié. Il veut m'envoyer en prison. Il ne le fera pas. Mais il va essayer autre chose. Il va essayer de vous briser. Soyez prête. J'étais prête à me battre pour des papiers. J'étais prête à affronter des avocats. Je n'étais pas prête pour ce qu'il a fait ensuite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je pensais que cette bataille se jouerait avec des avocats, des contrats, des termes juridiques. J'avais tort. Grégoire Durand, réalisant qu'il ne pouvait pas me battre sur le terrain légal, ni m'intimider avec des menaces de poursuite, a décidé de changer les règles du jeu. Il a décidé de frapper là où ça fait le plus mal. Pas la loi. Mais la loyauté. Pas mon portefeuille. Mais mon cœur. 3 jours ont passé dans un silence tendu. Pas d'email de Bioderme. Pas d'appel de Grégoire. Maître Pascal m'a dit que c'était le calme avant la tempête, qu'ils préparaient leur prochaine offensive avec Santibio. Elle m'a dit de tenir bon, de rester silencieuse. Et puis, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Grégoire. Ce n'était pas les RH. C'était Sandrine. Sandrine était ma plus proche collègue au laboratoire. Nous avions commencé la même année. Nous avions partagé d'innombrables nuits blanches à déboguer des expériences ratées, fêter nos petites victoires avec des croissants rassis dans la salle de repos. Je l'avais soutenue pendant son divorce difficile. Elle m'avait soutenue quand ma mère était tombée malade il y a 2 ans. Elle était plus qu'une collègue. C'était une amie. C'était ma famille au bureau. J'ai décroché, instantanément soulagée d'entendre une voix amie. Sandrine? Comment vas-tu? C'est la folie ici, tu.
Elle m'a coupé la parole. Elle pleurait. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots. Des sanglots déchirants qui me brisaient le cœur. Sandrine? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Léonie. Sa voix était brisée. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas appeler. Il m'a forcé. Mon cœur s'est serré. Qui t'a forcé? Sandrine, parle-moi. C'est Grégoire. Il m'a fait appeler. Le froid est revenu, plus intense que jamais. Qu'est-ce qu'il veut? Mon fils, Léonie. A-t-elle sangloté. Tu te souviens de mon fils, Thomas? Il vient d'avoir 19 ans. Il était si fier. Il a commencé un stage en alternance ici, au service marketing, la semaine dernière. Je n'aimais pas la tournure que prenait cette conversation. Je me souvenais de Thomas, un gamin brillant, timide. Sandrine, crache le morceau. Grégoire m'a convoqué ce matin, a-t-elle dit, sa voix n'étant plus qu'un murmure étranglé par les larmes. Il sait que nous sommes amis. Il m'a dit que si je n'arrivais pas à te convaincre de signer le papier de transfert, de revenir à la raison, il mettrait fin au contrat de Thomas. Et au mien. J'étais sans voix. Le téléphone me semblait peser une tonne. Il a dit qu'il nous licencierait tous les deux pour faute grave, que nous ne trouverions plus jamais de travail dans l'industrie chimique à Lyon. Il a dit qu'il s'en assurerait personnellement. Léonie, je suis seule, j'ai encore des dettes de mon divorce. Je ne peux pas perdre ce travail. Je ne peux pas laisser Thomas perdre cette chance. Il était si heureux. Elle s'est remise à pleurer, incapable de continuer. J'ai fermé les yeux. La nausée m'a submergée. Ce n'était plus de la colère. C'était du dégoût. Un dégoût si profond qu'il me brûlait la gorge. Il n'utilisait pas seulement une mère célibataire. Il utilisait son enfant. Un gamin de 19 ans qui n'avait rien demandé. Il prenait mon ami en otage. C'est immonde. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place? C'est une question que je vous pose sérieusement. Auriez-vous cédé pour protéger votre ami? Auriez-vous sacrifié votre avenir, l'œuvre de votre vie, pour la sauver, elle et son fils? Ou auriez-vous tenu bon, sachant que cela pourrait détruire la vie de quelqu'un que vous aimez? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis vraiment vos réponses, car à ce moment-là, je me sentais plus seule et plus déchirée que jamais. J'ai serré le téléphone. Ma main tremblait de fureur. Utiliser un enfant, menacer le gagne-pain d'une mère. J'ai rappelé Sandrine. Elle a décroché immédiatement. Sandrine, ai-je dit, ma voix était étonnamment calme. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas. Ne dis plus rien à Grégoire. Dis-lui simplement que j'ai dit, que j'allais y réfléchir. Mais Léonie, il veut une réponse avant ce soir. Fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas pour Thomas. Je ne laisserai pas cet homme vous faire du mal. À aucun de vous deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. Ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était plus une question de fierté. C'était une question de justice. C'était devenu personnel à un niveau que Grégoire n'aurait jamais dû atteindre. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Maître Pascal. Léonie, dit-elle, sa voix tranchante. Santibio veut une réunion. Les trois parties. Ils veulent une résolution, et vite. Ils en ont marre des jeux de Durand. C'est cette semaine. À leur bureau de Lyon. C'est le moment de vérité. J'arrive, ai-je dit. Et je suis prête. Le jour de la réunion, l'air était électrique. Le bureau de Santibio à la Cité internationale était à l'opposé de celui de Bioderm. Ce n'était pas un bureau, c'était une déclaration de puissance. Un univers de verre, d'acier brossé et de silence feutré. L'argent. Le vrai. Le genre d'argent qui ne fait pas de bruit. Je portais le seul tailleur que je possédais, un costume gris anthracite que je réservais aux conférences. Il me serrait un peu aux épaules. J'avais l'impression d'être une enfant déguisée en adulte, jouant un rôle pour lequel je n'avais pas répété. Maître Hélène Pascal était arrivée de Paris par le TGV du matin.
En personne, elle était encore plus impressionnante. Petite, élégante dans un costume sombre impeccable, avec des yeux d'un bleu polaire qui semblaient tout voir. Elle dégageait une autorité froide qui remplissait la pièce. Elle m'a serré la main fermement. « Bonjour, Léonie. »« Prête ?»« Je crois, ai-je murmuré. »« Bien. »« Ne dites rien. Laissez-moi parler. N'intervenez que si je vous le demande. N'acceptez rien. Ne montrez aucune émotion. Surtout, ne regardez pas Durand. Regardez les Suisses. C'est eux, le public. Compris ? J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. Elle était immense. Une table en bois laqué noir, longue comme un terrain de bowling, reflétait les lumières du plafond. Ils étaient déjà là. Grégoire Durand, au centre, essayant d'avoir l'air détendu, mais je pouvais voir la sueur qui perlait sur sa tempe, juste au-dessus de son col de chemise en soie à 300 €. Il était flanqué de 2 avocats de Bioderm, des hommes au visage gris qui ressemblaient à des pitbulls fatigués. De l'autre côté de la table massive se trouvaient les Suisses. 3 personnes de Santibio. Un homme et 2 femmes. Ils n'avaient pas l'air contents. Ils avaient l'air d'être des chirurgiens regardant une opération qui tournait mal. Ils nous ont salués d'un signe de tête bref. Maître Pascal et moi nous sommes assises, en face de Grégoire. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. « Bien, » dit l'un des Suisses, brisant le silence. Sa voix était neutre, sans émotion. Nous sommes ici parce que notre accord de 80 millions d'euros est basé sur l'hypothèse que Bioderm possède la totalité de sa propriété intellectuelle. Il est devenu évident que ce n'est pas le cas. Grégoire a commencé son numéro. Il a ri, un son faux et forcé. Ah, une simple erreur administrative. Un malentendu. Léonie ici présente, il a fait un geste vague dans ma direction, sans me regarder, est une ancienne employée, un peu mécontente. Elle. Mademoiselle Valette est l'unique inventrice et propriétaire du brevet FR29, le coupa Maître Pascal, sa voix claire comme du cristal de glace. Il n'y a pas de malentendu. Il y a un fait. Un fait que vos avocats, s'ils avaient fait leur travail, auraient découvert bien plus tôt. Les avocats de Bioderm ont commencé à grogner, parlant de clauses contractuelles et des inventions de mission. Maître Pascal les a laissés parler pendant 1 minute, puis a levé la main. Tout cela est très intéressant. Mais c'est aussi hors de propos. Le brevet a été déposé il y a 6 ans. Si Bioderm avait un problème avec cela, ils avaient 6 ans pour le contester. Ils ne l'ont pas fait. Le brevet est valide. Et il appartient à ma cliente. Le silence est revenu, lourd. Grégoire a changé de tactique. Il est passé de l'agression à la fausse générosité. Il a glissé un document sur la table. Écoutez, Léonie, dit-il, me regardant enfin, avec ce sourire de vendeur de voitures qu'il réservait aux actionnaires. Nous avons fait des erreurs. Je l'admets. Vous avez été négligé. Réparons cela. Il a tapoté le document. C'est une offre. Nous rachetons votre brevet. Une somme généreuse. 50 000 €. Et, nous vous offrons un poste de consultante senior. Vous revenez. Nous oublions tout ça. Il m'offrait des miettes. Il m'offrait de revenir dans l'entreprise qui m'avait jeté comme une ordure, menacer mes amis, et tout cela pour récupérer l'œuvre de ma vie afin qu'il puisse empocher ses 80 millions. Il pensait que la peur, et l'appât du gain, me ferait céder. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait toujours pas. Réparons cette confusion, Léonie, a-t-il insisté, son sourire s'élargissant. C'est là que Maître Pascal est intervenu. Confusion ? Vous voulez dire le brevet que Mademoiselle Valette possède à 100%? Tous les regards dans la salle se sont tournés vers moi. Le Suisse, les avocats de Grégoire, et Grégoire lui-même, son sourire huileux figé sur son visage. Il attendait que je prenne les miettes. Il attendait que la petite chimiste apeurée dise « oui ». Maître Pascal m'a regardé. Juste un instant. Ce n'était pas un regard d'encouragement. C'était un regard d'autorisation. C'était le signal. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le regard de ma mère,
l'odeur de café de Bernard, la peur de Sandrine. J'ai senti la rage froide et la détermination remplacer la peur. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas regardé les Suisses. J'ai regardé Grégoire Durand droit dans les yeux. Grégoire, ai-je commencé? Ma voix était basse, mais elle ne tremblait pas. Elle résonnait dans le silence de la salle. Je ne suis pas une ancienne employée mécontente. J'étais votre chimiste la plus dévouée. Pendant 11 ans. J'ai construit la fondation de votre entreprise. J'ai créé le seul produit de valeur que vous ayez. Pas pour l'argent. Pas pour la gloire. Mais pour une raison personnelle. Une raison que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Je pouvais voir la surprise dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que je parle. Il s'attendait à ce que je me cache derrière mon avocate. Vous m'avez viré, j'ai continué, ma voix montant d'un cran, par un email vide. Sans un mot de remerciement. Sans la décence d'un appel téléphonique. Vous m'avez jeté après 11 ans de service, juste avant d'essayer de vendre l'œuvre de ma vie. L'œuvre inspirée par ma mère. Le rouge commençait à monter au cou de Grégoire. Il a ouvert la bouche pour m'interrompre. Et quand je n'ai pas accepté vos miettes, les jeux coupés, vous ne m'avez pas seulement menacé de prison. Vous avez menacé le gagne-pain de mon ami. Vous avez utilisé son fils comme un pion. Vous avez pris Sandrine en otage. Le Suisse principal s'est penché en avant, son visage soudain très intéressé. Les avocats de Grégoire semblaient avoir avalé leur cravate. Grégoire était blême. Et voici ce que vous ne savez pas, ai-je dit, en me redressant. Je ne suis pas ici pour négocier avec vous. Je ne suis même pas ici pour vous parler. Un murmure a parcouru la table. Grégoire me regardait, abasourdi. C'est là que Maître Pascal a pris le relais. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement sorti un autre dossier de sa mallette. Un dossier bleu ciel. Elle l'a fait glisser vers les avocats de Santibio. L'accord de 80 millions d'euros est mort, a-t-elle annoncé calmement. Il est basé sur une fraude. Bioderm ne possède pas ce qu'il prétend vendre. Tenter de le faire, après avoir été notifié, est une faute. Les avocats de Grégoire se sont levés. C'est scandaleux. Nous. Asseyez-vous, a dit le Suisse, d'une voix tranchante. Et ils se sont rassis. Maître Pascal a continué. Santibio ne rachète pas Bioderm. L'accord est rompu. Il n'y a plus rien à négocier. Cependant, elle s'est tournée vers les Suisses. Santibio est toujours intéressé par le brevet FR29. Et ma cliente, Mademoiselle Valette, est l'unique propriétaire de ce brevet. Elle a sorti un deuxième document du dossier bleu. Nous ne sommes pas ici pour négocier la vente de Bioderm. Nous sommes ici pour finaliser les termes d'un accord de licence entre Santibio AG et Léonie Valette. Le silence. Total. Le visage de Grégoire est passé du rouge au blanc cireux. Il a compris. Il n'achetait pas sa société. Il le contournait. Ils achetaient directement à la source. À moi. L'accord à 80 millions venait de s'évaporer. Vous ne pouvez pas, a-t-il bégayé, en regardant les Suisses. Nous avions un accord, une lettre d'intention. Qui est désormais caduque, Monsieur Durand, a dit le Suisse. En raison de votre, disons, manque de transparence. Grégoire m'a regardé, la haine et la panique se battant dans ses yeux. Léonie, attendez, on peut trouver un arrangement, ne faites pas ça. Je me suis levé. Maître Pascal s'est levé avec moi. Bonne chance pour vos explications au conseil d'administration, Grégoire, ai-je dit, aussi froidement que possible. J'ai entendu dire qu'il n'aime pas les surprises de 80 millions d'euros. Nous sommes sortis de la salle. Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous avons laissé derrière nous un silence si lourd qu'il aurait pu briser les vitres. Je n'avais pas besoin de ses excuses. J'avais sa chute. 3 mois ont passé. Je suis assise dans mon nouveau bureau. Il est 3 fois plus grand que mon ancien appartement à la Croix-Rousse. La baie vitrée ne donne pas sur le Rhône. Elle donne sur le lac Léman, à Genève. L'enseigne sur la porte ne dit pas Bioderm. Elle dit Santibio AG, siège mondial.
Et la plaque sur mon bureau ne dit pas « chimiste senior ». Elle dit « Léonie Valette, directrice de l'innovation et de la stratégie propriété intellectuelle ». Sentibio n'a pas seulement acheté la licence de mon brevet. Ils m'ont embauché. Ils ont compris que le brevet n'était que le début. Que la vraie valeur, c'était l'esprit qu'il avait créé. Ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont donné un laboratoire, une équipe, et un budget que je n'aurais jamais osé imaginer, même dans mes rêves les plus fous. Le chèque de la signature du contrat de licence, disons simplement qu'il a payé l'hypothèque de mes parents. Et la mienne. Et les études de mes futurs neveux. La panique financière qui me tenait à la gorge? Elle a disparu. Elle a été remplacée par une tranquillité d'esprit que je n'avais jamais connue. J'ai déménagé de Lyon. C'était nécessaire. J'ai pris un appartement lumineux à Genève, où Croquette a enfin un balcon sécurisé pour chasser les papillons avec vue sur le lac. Mais ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas le bureau avec vue. C'est le respect. C'est le silence. C'est la liberté. Le plus important, c'est ce que je tiens dans ma main. C'est un prototype. Une nouvelle formulation, encore plus avancée. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle liberté, avec mon nouveau budget? J'ai repris mon travail là où Grégoire m'avait arrêté il y a 6 ans. Je finalise une gamme de produits spécialisés, non pas pour le glamour, mais pour la réparation. Une ligne dédiée aux peaux abîmées, aux grands brûlés, aux survivants. Une ligne qui sera distribuée non pas dans des parfumeries, mais dans des hôpitaux. Une ligne inspirée par ma mère. Je l'ai appelée au téléphone la semaine dernière pour le lui dire. Elle a pleuré. Et pour la première fois, ce n'était pas de tristesse. Je ne suis plus en colère. La plupart du temps. Je suis trop occupée. Je suis trop excitée par l'avenir. Je me sens libre. Libre de la peur de l'échec. Libre de la nécessité de prouver ma valeur à des hommes en costume qui ne voient que des chiffres. Libre de créer. Je sais que mon histoire n'est pas commune. J'ai eu de la chance. J'ai eu Bernard. J'ai eu une avocate brillante. Mais ce n'est pas seulement de la chance. C'est aussi le courage de signer ce papier il y a 6 ans. C'est la rage qui m'a fait appeler une avocate au lieu de pleurer sur mon sort. C'est la certitude que ce que je faisais avait de la valeur, même si personne d'autre ne la voyait. Je me sens entière. Mais je sais ce que vous vous demandez. Je sais quelle est la dernière pièce du puzzle. Et Grégoire? Qu'est-il devenu de Grégoire Durand? Et Sandrine? La chute de Grégoire n'a pas été immédiate, mais elle a été totale. Et elle a été magnifique à regarder. L'annonce de la rupture de l'accord avec Sentibio a fait l'effet d'une bombe. L'action de Bioderm, qui était surtout basée sur l'espoir de cette fusion, s'est effondrée en une nuit. Le conseil d'administration, furieux d'avoir été tenu dans l'ignorance, a lancé un audit interne. Et c'est là que tout est sorti. Ils ont découvert ce que Grégoire avait fait. Pas seulement l'ignorance du brevet, mais les menaces. Ils ont découvert l'histoire avec Sandrine. L'avocat de Sentibio l'avait subtilement mentionné comme exemple de gestion managériale à risque avant de partir. Grégoire Durand a été licencié. Pas en douceur. Pas avec un parachute doré. Il a été licencié pour faute grave de gestion et mise en péril de la société. Les journaux locaux, comme Le Progrès, en ont fait leur chou gras pendant une semaine. Le PDG qui a fait couler sa boîte à 80 millions. Son empire, construit sur l'arrogance et le travail des autres, s'est effondré comme un château de cartes. Bioderm est actuellement en procédure de sauvegarde, tentant de survivre en vendant ses actifs un par un. Ils n'ont plus rien de valeur. Oh, et Sandrine? La première chose que j'ai faite avec mon nouveau poste chez Sentibio a été de créer un poste de chef de laboratoire à Genève. La deuxième chose a été d'appeler Sandrine. Elle a déménagé le mois dernier. Son fils, Thomas, a un stage d'été payé qui l'attend dans notre service marketing dès qu'il le souhaite. Quand je la vois à la machine à café, elle ne pleure plus. Elle sourit. Grégoire a essayé de m'appeler. Une fois. Il y a un mois. Il a laissé un message vocal. 48 secondes de regret confus,
d'excuses et de reproches voilés. Vous avez détruit ma vie. Je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout. Je l'ai transféré à Bernard, avec une seule note, j'ai gagné. Il m'a répondu par texto, 5 minutes plus tard, tu as toujours gagné, Léonie. Il ne le savait juste pas encore. J'ai effacé le message vocal. Je n'avais pas besoin de sa voix dans ma nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis là, dans mon bureau, avec mon café qui sent bon, et Croquette qui dort sur un coussin chauffant que je lui ai acheté, sur le rebord de la fenêtre, avec vue sur le lac. L'avenir est là, et il est à moi. Merci à vous tous d'avoir suivi mon histoire. Vous avez marché avec moi à travers la trahison, l'intimidation, et vous êtes entrés avec moi dans ce bureau. Vous avez été là pour ma bataille, et maintenant vous êtes là pour ma victoire. Si mon parcours, si ma lutte, a résonné en vous, si elle vous a donné ne serait-ce qu'un peu d'espoir, alors cliquez sur le bouton « S'abonner ». Restez avec nous. Nous partageons des histoires de résilience, de justice, et de ces combats de longue haleine qui, parfois, finissent bien. Et j'aimerais vous poser une dernière question. Avez-vous, ou un de vos proches, déjà été traité injustement au travail? Votre patron vous a-t-il fait un coup bas? Avez-vous déjà senti que votre travail vous était volé? Partagez votre histoire dans les commentaires. Lisons-les. Soutenons-nous. Nous ne sommes pas seuls. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous.